Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Tu vas pas bien ce matin, hein? Tu as la grippe. Ouais, bon, c'est... Bien, c'est un nouveau variant. Ouais, non. Si, il y a une remontée en Europe, là. On ne sait jamais. Toi, tu travailles dans un environnement là où il y a beaucoup les gens qui circulent, qui vont à gauche. Il y a au moins 100 personnes dans votre bâtiment. Au moins. Sans ces petits. Non, sans ces petits. Alors, tu as vu? Non, sans donc, ces petits. tu as un cas, on est peut-être cas contact. On est peut-être à 200. Tu as le contact. Le bâtiment où nous sommes. Non, mais ça va mieux. Tu as un cas contact. La preuve, je n'ai pas le masque aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, l'actualité internationale nous amène où? On repart toujours en Russie, avec la crise russo-ukrainienne. En fait... les assises républicaines au Tchad, je sais pas, il y a des trucs... Non, l'actualité n'est jamais belle, hein, genre... Non, jamais, malheureusement. Mais c'est aussi un peu de la faute des médias, parce que les médias pensent souvent que... les gens ne veulent savoir que ce qui est mauvais. Voilà, exactement. On met très peu en avant des choses qui marchent, on met très peu en avant des choses qui peuvent susciter de l'espoir, qui peuvent susciter... des perspectives qui peuvent donner envie de réfléchir sur son avenir. On parle toujours des guerres, on parle toujours de la famine, on parle toujours des morts, Donc, on parlait beaucoup, par exemple, du Covid-19 lorsque l'on égrenait chaque jour des dizaines ou des centaines de morts à travers le monde. Maintenant que, évidemment, la Covid-19 ne tue plus autant qu'il y a 2 ans, et que c'est maintenant la guerre en Ukraine qui tue un peu plus, tout le monde a basculé. En fait, les gens aiment là où ça tue. Bon, en tout cas, c'est ce que les médias aiment présenter. Mais je ne pense pas que si on... Est-ce qu'il y a des médias du bonheur? Des médias qui ne pensent... Il y avait une rubrique comme ça à Radio Gabon quand on était le carnet rose. Oui. Là, on parlait des femmes qui ont accouché des beaux bébés, le poids du bébé. Et puis, à la fin, on disait la famille, la mère et l'enfant se portent bien. Le problème, c'est que... C'est des trucs qui sont top à écouter. Le problème, c'est que quand on regarde... Et puis, il y avait une belle petite musique qui accompagnait ça. Je suis d'accord. En fait, le problème, le problème à la base, c'est la formation. Je pense qu'on apprend dans les écoles de journalisme, dans les écoles de médias aux autres, que tout ce qui concerne les faits divers, tout ce qui concerne des événements malheureux sont journalistiquement plus intéressants, dans le sens où ça va plus attirer l'attention des lecteurs, des auditeurs et autres, que si on faisait une émission, on donnait de bonnes nouvelles. Tu vois, non. C'est un peu l'inverse dans le cinéma. Dans le cinéma, si vous mettez une histoire qui finit mal, avec des personnages qui ressemblent à des gens de manière tout à fait ordinaire, je ne dirais pas qu'il est forcément dit que ça ne va pas marcher, mais il est difficile que le film la marche. Je me rappelle souvent de l'histoire qu'un ancien producteur américain avait dit à Aaron Spelling. Oui, Aaron Spelling. Lui, il avait dit qu'il avait essayé de faire une série dans les années 80 qui n'a pas marché du tout aux États-Unis avec des personnes lambda, quoi. C'est-à-dire pas beau physiquement, pas une belle voix, pas une belle prestance et tout ça. En fait, il voulait essayer de mettre en avant des personnes normales dans ces séries télévisées. Et la série a été un bide. Donc, il a été obligé de revenir aux mêmes recettes, c'est-à-dire prendre une personne qui a une belle gueule, une belle prestance, etc. Et puis raconter une histoire qui finit toujours bien. Parce que si tu racontes une histoire qui finit mal, surtout à la télé, dans les séries, quoi, en général, les gens zappent facilement. Dans le cinéma, les méchants ne gagnent jamais, mais dans la réalité, les méchants, ils gagnent toujours. Oui, bien sûr, dans la réalité, les méchants, ils gagnent. C'est pour ça que le mal est toujours là. Si on suivait tout ce qui se disait dans les films, le mal aurait disparu depuis, malheureusement. Donc, on va en Russie. Oui, on va en Russie. On va essayer d'expliquer une décision que Vladimir Poutine a prise avant-hier. En fait, il est en position défensive, puisque depuis le début de son offensive en Ukraine, il fait face à d'énormes sanctions, notamment des sanctions économiques et financières. Ces sanctions-là font que, par exemple, la banque centrale russe ne peut pas utiliser des devises telles que l'euro ou le dollar. Les avoirs des banques russes, notamment à l'étranger, ont été gelés. Il faut aussi savoir que les banques russes, par exemple, ont été déconnectées du système de paiement SWIFT. Donc, tout ça fait que il faut que le président Poutine ou le gouvernement russe cherche des solutions pour essayer de contourner, si tu veux, ces sanctions-là. Et le président russe sait qu'il a une arme fatale qui est l'énergie, puisque les Européens sont encore
très fortement dépendants du gaz et du pétrole russe. Et donc, on sait par exemple qu'ils s'échangent en moyenne, les Européens achètent en moyenne pour 700 millions de dollars de pétrole russe chaque jour. Et donc, c'est énorme. 700 millions de dollars. Et c'est une manne énorme. Et cette manne-là, pour les Européens, permet à la Russie de financer sa guerre à l'Ukraine. Donc, les Européens estiment qu'indirectement, un peu, c'est eux qui financent la guerre en Ukraine. Et donc, ils voudraient y mettre un terme. Et donc, ils ont décidé de mettre en place ces sanctions-là. Au départ, ça ne touchait pas l'énergie. On sait que lors du sommet de l'Union européenne et celui du G7 qui s'est tenu en Pologne hier, on sait que les Européens ont décidé, d'abord, ça c'était lors du sommet, le sommet extraordinaire qui s'était tenu à Versailles, les Européens veulent sortir de la dépendance russe. En essayant d'abord diversifier les fournisseurs en énergie. Et c'est la raison pour laquelle depuis plusieurs semaines, ils essaient de faire le tour du monde. Ils vont en Arabie Saoudite, ils vont au Qatar, ils vont au Venezuela. Ils ont même pris des contacts avec l'Iran. C'est pour te dire, ils vont en Algérie. Ils essayent de voir ils essayent de se tourner vers des pays qui sont de gros producteurs ou potentiellement ceux qui ont de grosses réserves de gaz. Un gros producteur de gaz, en l'occurrence, par exemple, c'est le Qatar et l'Algérie. Un gros potentiel, un pays qui a de grosses réserves de gaz, mais qui est aussi malheureusement frappé par des sanctions, l'Iran, qui fait que le gaz iranien est vendu à compte-gouttes sur le marché international. Et puis vous avez un autre pays qui a d'énormes réserves de pétrole, mais étant donné les sanctions américaines qui frappent, c'est-à-dire que ce pays-là ne peut pas exploiter ses gisements de pétrole comme il le faut. C'est le cas par exemple du Venezuela. Donc les Occidentaux sont obligés de trouver d'autres solutions. On sait par exemple que la Pologne a décidé de mettre en place par exemple ce qu'on appelle le gazoduc baltique, c'est-à-dire un gazoduc qui va partir de la Norvège vers la Pologne, la Norvège aussi qui est un gros producteur de gaz. Donc ce gazoduc-là qui part de la Norvège va à terme, on l'espère, enfin pour les Polonais, ils espèrent d'ici l'année prochaine ou au milieu de l'année prochaine, essayer de remplacer progressivement ce gaz russe-là. Mais tous les pays européens, malheureusement, ne seront pas logés à la même enseigne, même si la volonté affichée est la même de tous les pays, mais si tu veux l'exposition, la dépendance au pétrole et au gaz russe, ce n'est pas la même. Un pays comme l'Allemagne aurait énormément à perdre si elle décidait du jour au lendemain de sortir de sa dépendance du gaz russe. C'est la raison pour laquelle elle a même pris une décision, elle est même revenue sur une décision qu'elle avait prise il y a 2 ans, c'est-à-dire celle du fait d'abord de sortir du nucléaire. Il faut se rappeler qu'après l'accident de Fukushima, les Allemands avaient décidé de sortir du nucléaire et donc ils avaient décidé d'investir massivement, notamment dans l'éolien, notamment dans le gaz et le pétrole. Et aujourd'hui, les Allemands, étant donné la crise en Ukraine, ils ont même décidé de réactiver les usines de charbon. Pourquoi? Des usines de charbon. Or, on sait que produire de l'électricité avec le charbon est extrêmement polluant, dans la même mesure où ces mêmes Allemands-là avaient décidé de mettre des critères extrêmement élevés en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et le fait que l'on réactive les centrales à charbon va faire que, en termes d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, l'Allemagne ne pourra pas honorer ses engagements pris notamment depuis le sommet de Paris il y a quelques années. Et donc le président russe, Vladimir Poutine, pour contourner les sanctions européennes, a donc décidé que a décidé que le gaz russe maintenant serait payé en roubles. Donc tous les pays qui souhaitent acquérir du gaz et du pétrole russe devraient maintenant régler la facture non plus en euros ou en dollars comme précédemment, puisque évidemment il a été frappé de sanctions. Enfin, l'énergie n'a pas été frappée de sanctions sur l'euro et le dollar. C'est-à-dire que les entreprises peuvent continuer à régler leurs factures gazières et pétrolières en euros ou en dollars, mais Vladimir Poutine dit qu'il n'en veut plus. Il a donc demandé au gouverneur de la Banque centrale russe de prendre des dispositions pour que, dans un délai d'1 semaine maximum, il y ait suffisamment de roubles disponibles pour que, évidemment, les entreprises puissent l'acquérir et acheter. Alors, le problème, c'est que, étant donné que les entreprises russes ne sont plus connectées au réseau SWIFT, donc elles ne sont plus en contact avec des banques européennes, donc ces banques européennes ne peuvent pas techniquement facilement obtenir du rouble. Il va falloir
qu'elle entre en contact avec des banques qui ont du rouble, et tout en contournant, si tu veux, les sanctions que les gouvernements ont mis en place. Donc, c'est ce qui a fait bondir de colère un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de régler leurs factures gazières en roubles. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que la Russie va considérer que ces pays-là n'ont pas honoré leur engagement, c'est-à-dire n'ont pas payé les factures, et donc il va couper le gaz? Ça, on n'en sait rien aussi, parce qu'il faut savoir que dans les contrats, ces contrats miniers-là, il y a énormément de clauses, notamment celles relatives au paiement, au mode de paiement, au type de monnaie. Et donc, les Européens estiment que si les Russes unilatéralement change la devise qui sert de paiement à ces factures-là, c'est qu'elles-mêmes, elles décident, si tu veux, de changer les clauses du contrat. Et donc, à ce titre-là, elles estiment que ce n'est pas elles qui violent, mais plutôt la Russie. Et elles estiment avoir donc le droit, in fine, de pouvoir poursuivre la Russie devant des tribunaux. Donc, évidemment, on sait que même en cas de poursuite, je ne vois pas comment on pourrait obliger la Russie à honorer des éventuelles pénalités ou autres, ou toutes les dispositions qui sont dans ces contrats-là. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, le fait d'annoncer cette volonté de la Russie de demander que les factures soient réglées en roubles a déjà fait bondir le rouble de 9% par rapport à l'euro et de 3% par rapport au dollar. Donc ça, sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui a eu un effet, parce qu'il faut savoir que la monnaie russe a perdu un tiers de sa valeur depuis le début du conflit en Ukraine. Et pour Vladimir Poutine, il faudrait absolument empêcher à son pays d'être en cessation de paiement. Mais il faut relativiser. En cas de cessation de paiement actuellement de la Russie, ce ne serait pas du fait de l'absence de moyens de paiement, parce que la Russie possède, selon certains experts, des stocks d'or à hauteur de 650 milliards de dollars, mais ce serait plutôt le fait que la Russie n'ait plus accès à certaines devises comme l'euro et le dollar, et ce sont ces devises-là qui lui permettent d'honorer un certain nombre d'engagements sur le plan financier, notamment aussi sur le marché de la dette, parce que la Russie réglant sa dette en euros et en dollars, si elle n'a plus accès à ces devises-là, il lui sera difficile de pouvoir honorer ses engagements-là. Et donc là, on va dire la Russie en cessation de paiement. La Russie peut certes être en cessation de paiement, mais cela sera dû d'abord au fait que les sanctions économiques empêche à la Russie de pouvoir s'approvisionner en devises. Donc, ce qui est sûr, c'est que la guerre économique n'est pas terminée, et la Russie semble ne pas avoir à dire son dernier mot, puisque cela ne ralentit en rien sa volonté de conquête sur le terrain, même si, évidemment, elle est loin des résultats qu'elle avait escomptés lorsqu'elle avait lancé cette offensive il y a un mois. Mais ce qui est sûr, c'est que, évidemment, Vladimir Poutine reste encore déterminé dans sa volonté de mettre l'Ukraine dans son giron, de ramener l'Ukraine dans son giron. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés sur les 104.5. Urban FM 104.5.